Chez les miaou, vous savez le point commun entre un vison, un furet, un chat et un chien? Ils ont des poils, oui c'est bien, mais non. C'est malheureusement moins fun que ça. On en parle après le générique. Pense à t'abonner pour ne rien manquer des sorties de vidéos. Alors aujourd'hui, on va sortir la blouse blanche et le microscope et se pencher sur le parvovirus félin. Je vois que je vous ai perdu. Pourquoi il cause de pavot? Il se drogue? Alors non, je n'ai pas parlé de pavot, mais de parvovirus. Je vais être plus clair, on va parler de la panleucopénie féline. Mais qu'est-ce qu'il raconte avec son pénis? Je parle pas de pénis, bon sang, mais du typhus du chat. Vous voyez, ça vous parle plus déjà, là. Bon, allez. Alors, d'où qu'il vient, ce petit bâtard? Eh ben, sûrement du vison. En effet, la souche d'origine du parvovirus est liée au vison. Il n'est donc pas déraisonnable de penser que ce virus se soit transmis à nos compagnons félins avec les voyages. Vous allez comprendre plus tard pourquoi cela est probable. Le virus est ultra résistant. Alors maintenant que l'on a mis un nom sur le virus responsable du typhus du chat, rentrons dans le vif du sujet. La panleucopénie et le typhus du chat, pourquoi ces deux appellations? Comme la majorité des maladies, il y a un nom commun et la version médicale. Ici, la panleucopénie fait référence à la chute drastique des leucocytes chez l'animal malade. Les leucocytes sont des globules blancs, ce sont eux qui protègent les organismes vivants des infections. Enfin, ils essaient, car pour eux, c'est parfois compliqué. On en parlera plus en profondeur dans une prochaine vidéo sur le sida du chat, ou FIV. On fait référence au typhus du chat pour l'état clinique. Donc en gros, panleucopénie, c'est pour ce qui se passe au sein du chat. Typhus du chat, c'est pour l'état extérieur de l'animal. C'est sans aucun doute la maladie féline la plus grave qui existe. Elle est connue depuis le début du XXe siècle, mais n'a été finalement isolée que dans les années 60. Le parvovirus félin, ou FPV, ou FPLV, en anglais pour Feline Parvovirus, ou Feline Panleukopenia Virus, est même soupçonné d'avoir été à l'origine d'une flambée de parvovirus canin dans les années 70. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il faut savoir que les félins sont sensibles aux variantes canines CPV2A et 2B. Tous les virus de cette branche possèdent comme point commun l'attaque particulière de cellules activement en division et une très longue résistance dans l'environnement. On va justement parler de ce gros souci. Du coup, comment il se propage? Alors, il est excrété par les selles diarrhéiques, le vomi, l'urine et la salive. Bon appétit, bien sûr. Pour vous donner une idée, 1 gramme de sel diarrhéique contient des millions de doses infectantes. Et la mortalité chez les chatons est de 90%. Parfois, c'est en quelques heures, sans même avoir le temps de déclarer des signes extérieurs, que l'animal décède. Voyez-le comme un Hulk des virus. Si un chat survit, il peut propager le virus plusieurs semaines, voire plusieurs mois après son atteinte. Voilà pourquoi il faut être vigilant quand vous avez un chat qui vient de guérir d'un typhus, et de le laisser à l'isolement durant plusieurs mois si vous avez régulièrement des accueils de chats ou tout simplement d'autres chats à la maison, même vaccinés. Et si vous avez des furets, c'est pire car ils sont un réservoir de ce type de virus. Ne déclenchent pas la maladie, mais promènent tranquillement le virus. Et voilà pourquoi je vous parlais d'un point commun entre le vison, le furet, le chat et le chien. En effet, le virus touche les animaux de la lignée des Mustélidés, lignée dont je vous ai parlé en vidéo sur l'origine du chat, vidéo que vous trouverez ici et en description. Vous allez vous dire, mais ils sont vaccinés, ils risquent rien. C'est vrai, seulement n'oubliez pas que le virus, c'est Hulk. Et que par conséquent, il ira tranquillement se déposer partout chez vous, voire partout dehors si vos animaux sortent, car dans l'environnement, le virus résiste jusqu'à 1 an. 1 an! Pour limiter par conséquent la propagation, il faut désinfecter fortement l'environnement. Pour cela, il y a un plan d'action à mener. J'en ai moi-même développé un qui a fait ses preuves auprès d'associations qui ont été touchées par le typhus. Vous pouvez aller au passage où je vous donne toutes les infos en fin de vidéo. La vidéo est chapitrée, n'hésitez pas à y faire un tour. Car je vais vous faire un récap de la prévention pour lutter contre le virus. Mais avant, il faut que nous voyions ce que fait cette maladie pour que vous vous rendiez bien compte de l'importance de la prévention. Pour comprendre les symptômes, regardons d'abord comment la contamination se fait. Donc elle est principalement orale et le FPV se réplique tranquillement dans les muqueuses œropharyngées. Il est d'ailleurs constaté que le virus arrive à se masquer par les leucocytes qui les transportent vers les organes cibles, permettant une grande propagation et une contamination intra-utérine en passant la barrière placentaire. Le FPV étant friand des cellules en mitose, la mitose est la duplication des cellules permettant leur reproduction et développement. Je vous fais un méga résumé, mais il faudrait au moins 5 minutes pour vous expliquer tout ça clairement.
Donc je disais que le virus raffole de cellules en mitose et par conséquent, les symptômes et dégâts provoqués seront variables selon le stade de développement du chat. Donc commençons par le commencement, les embryons. Lors d'une contamination, durant la gestation, chez le fœtus et les très jeunes chatons, c'est le cervelet qui subira les anomalies les plus intenses qui conduiront à un degré d'atrophie variable. L'infection précoce entraîne en revanche la mort de l'embryon ou du fœtus, suivi d'une résorption, c'est-à-dire que le corps de la mère absorbe le défunt, ou d'un avortement. Chez le chaton plus âgé, il y aura surtout des problèmes de digestion, parfois accompagnés de myocardite. En gros, il y a un souci cardiaque, pour faire très simple. Chez le chat adulte, il sera surtout question de diarrhée intermittente et une contamination de la moelle osseuse conduit à une immunodépression, une forte baisse du système immunitaire, d'où ce nom, panleucopénie, favorisant les infections notamment bactériennes. Parlons désormais des signaux cliniques. Après une période d'incubation de 2 à 10 jours, avec une moyenne de 4-5 jours, plusieurs signes cliniques apparaissent, dépendant de l'âge et du statut immunitaire de l'animal. Il y a la forme suraiguë, généralement présente chez les chatons dont le système immunitaire de la mère ne fait plus protection. Il meurt en quelques heures sans même avoir déclaré un seul symptôme. Seule une sérologie, un dosage du virus, pourra révéler la présence du virus FPV. La forme aiguë, c'est la forme la plus habituelle, décrite chez des chatons âgés d'environ 2 à 3 mois, lorsque le taux d'anticorps maternel tombe sous le seuil de protection. Elle peut affecter aussi les adultes, les animaux présentant une phase d'hyperthermie, donc de la fièvre, avec une douleur abdominale intense. Le tuffeau se manifeste comme une dépression et une prostration. Les vomissements et la diarrhée sont habituellement présents. Si cette dernière est sanguinolente, le pronostic s'assombrit. La mort due à la déshydratation intense peut atteindre 90% des chatons et 20% chez les adultes. Vous comprenez pourquoi je parlais de la maladie la plus grave chez le chat. La forme subaiguë, elle concerne essentiellement les chats adultes qui présenteront un épisode de diarrhée accompagné d'une hyperthermie modérée. Cette étiologie, donc cette maladie, devra être envisagée lors de diarrhée chronique. Ataxie cérébelleuse. Les symptômes apparaissent seulement quand les chatons devraient normalement acquérir la motricité et autonomie, c'est-à-dire vers la 2e ou 3e semaine d'âge. Ils présentent de l'ataxie, des mouvements incontrôlés, tremblements, de l'hypermétrie, des gestes bien plus amples que nécessaires, et divers degrés d'incoordination motrice. La mort n'est pas obligatoire et certains chats arrivent à compenser ces anomalies. De manière diverse, l'infection en début de gestation peut également conduire à la réception embryonnaire comme vu précédemment. Une forme néonatale dans laquelle le chaton décline sans autre signe particulier est décrite, et des atteintes myocardiques, inflammation du cœur, sont également rapportées. Les lésions sont donc majoritairement situées dans les intestins, entraînant des nécroses, et la moelle osseuse qui devient gélatineuse. Il va de soi qu'il faut consulter un vétérinaire dans les plus brefs délais. Celui-ci sera le plus à même de faire le diagnostic avec un examen et un tableau clinique. En effet, il existe plein de causes de diarrhée chez le chaton, comme la salmonellose, la coronavirose, ainsi que le syndrome panleucopénie-like, rencontré dans certaines formes d'infection par le virus leucémogène félin, dont on ne veut pas parler ici évidemment. Seront donc des maladies potentielles à éliminer. Une épizootie, c'est-à-dire une flambée de cas, associant mortalité et gastroentérite sur des jeunes chatons non vaccinés de moins de 6 mois, devra faire penser à une parvovirose féline. Il pourra être effectué un test PCR pour faire une sérologie en laboratoire, la manière la plus efficace de détecter le FPV, car il existe des tests rapides, mais ceux-ci peuvent faire des faux négatifs si l'animal est dans la période de non-prolifération du virus, et des faux positifs si l'animal vient d'être vacciné. Pour le traitement, il faut avant tout maintenir l'hydratation du chat via des perfusions. Il pourrait être administré des pansements gastriques et intestinaux si pas de vomissement. En effet, la cause de la mort des animaux est généralement due à une déshydratation extrême. Des antibiotiques à large spectre seront souvent administrés pour prévenir de toute contamination par des agents infectieux qui pourraient profiter de la faiblesse immunitaire pour se développer. Le recours à la corticothérapie est soumis à controverse. Maintenant que vous savez ce que fait le typhus, comment s'en prémunir? Évidemment, la vaccination. En effet, la vaccination est la seule vraie protection directe pour le chat. Si un chat survit, il aura alors une immunité naturelle. Sinon, un rappel de vaccin annuel devra être effectué, voire avec votre vétérinaire, en fonction du fabricant. La décontamination de l'environnement. Dans un milieu où un ou plusieurs animaux ont été touchés par le virus, il faudra faire une désinfection complète des locaux. Celle-ci se fera des endroits les moins contaminés vers les plus contaminés. Dans le protocole que j'ai mis en place pour les associations, il y a à appliquer dans l'ordre. Le nettoyage vapeur à haute pression, une désinfection par javel avec un rinçage après 30 minutes de contact,
Pulvérisation d'un produit désinfectant de haute qualité recommandé en élevage de type Virkon. Je conseille également de ne plus utiliser la pièce durant au minimum 1 mois pour être certain que le virus a disparu. Si je sais que ce protocole fonctionne, c'est que les associations qui l'ont appliqué n'ont plus eu de propagation de typhus interne. Seuls des cas importés ont été constatés, souvent des cas sortis de fourrière. Pour les professionnels, je recommanderais de faire un contrôle par un laboratoire avec des prélèvements de surface avant toute réintroduction d'animaux. Les professionnels qui font correctement cette désinfection, comme les refuges et les fourrières, voient leur cas de typhus chuter drastiquement. Ceux qui sont moins appliqués enchaînent les contaminations, j'ai déjà vu ces cas. Et je ne vous le répéterai jamais assez, quand vous trouvez un animal, il faut l'isoler. Je vous ai fait une vidéo qui vous explique pourquoi ici, si ce que je viens de vous dire ne vous a pas convaincu. Voilà les miaou! Je tiens à signaler que j'ai pu rédiger cette vidéo grâce à des fiches vétérinaires rédigées par Jean-Pierre Gagnère, professeur pathologie infectieuse à l'École nationale vétérinaire de Nantes, et Marianne Fontaine, docteur vétérinaire au service technique Merial de l'entreprise pharmaceutique située à Lyon, que je remercie évidemment pour ce travail. Ces fiches m'ont été transmises par des vétérinaires partenaires que je remercie grandement et vous comprendrez que je ne peux vous les mettre à disposition et que vous devrez pour cette fois me croire sur parole. Je pourrai éventuellement transmettre mes sources sur demande via mes mails. J'espère que vous avez appris plein de choses dans cette vidéo sans que vous ne soyez trop assommés. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!